Donc, concernant ce thème, comment lutter contre l'extrême droite en Europe, nous avons plusieurs intervenants. Mais la question, c'est de savoir, donc, l'extrême droite européenne, est-ce un fantasme ou une réalité? Quand on intervient chez les collégiens ou les lycées, on fait la différence entre racisme et discrimination. Donc on parle de Gobineau, qui vient jusqu'à Hitler. Mais cette théorie de Gobineau a été battue en brèche par même l'élite intellectuelle qui sont venus faire leurs études en France. Je parle du mouvement de la négritude de Césaire, de Gondran Damas, de Senghor, et même des soufis musulmans qui disaient à Gobineau que la couleur de la peau ne saurait être la cause de l'idiotie ou de la mauvaise compréhension d'une personne. Donc moi je crois que cette théorie de Gobineau, qui est l'ancêtre du racisme en France, a été même battue en brèche par la théorie du jeune homme humain. On a beaucoup d'informations qui circulent depuis quelques années sur la puissance de l'extrême droite européenne. Ces reportages sur le fait que le mouvement d'extrême droite, il faisait 30% en Autriche, 40% en Flandre, 20% en Angleterre, il devait faire soi-disant 25% aux Pays-Bas, il a baissé à 18%, etc. Donc on nous a fait ce panorama d'une extrême droite extrêmement puissante électoralement. Mais moi j'ai le sentiment que ce qu'on n'a pas fait comme travail, c'était de montrer que face à cette extrême droite, il y a du mouvement, il y a de la lutte, il y a de la puissance aussi. Et qu'il faut qu'on arrête de se minoriser sans cesse. On est les antiracistes, les antifascistes, nous sommes extrêmement puissants à l'échelle européenne. Sauf que c'est pas vendeur. Ce qui est vendeur, c'est wow, les fascistes sont puissants, et finalement, le raz-de-marée de l'extrême droite, il est garanti. On a fait avec ceux qui sont autour de la table des déplacements dans les capitales européennes pour les manifestations antiracistes du 21 mars. C'était puissant, c'était très puissant. La presse ne s'y intéresse pas, mais nous on a été dans les manifs aux Pays-Bas, en Allemagne, contre nos pédigas, etc. etc. Les manifestations étaient puissantes. Les manifestations antifascistes en Grèce sont puissantes. Les manifestations antifascistes en Angleterre sont extrêmement puissantes. Il y a de la lutte. Avant de donner la parole donc, à Fatima, donc, je vais juste revenir, j'adore revenir vers les politiciens. Je vais juste revenir vers celui qui représente le député, oui, le député, côté politique un peu. Pour lui poser une question concernant quand on parle d'éducation et quand on parle d'extrême droite. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à la question éducation et extrême droite, il est intéressant d'ailleurs de voir que l'extrême droite en France, par exemple, a créé des collectifs récemment dans des lycées, dans des universités, et elle cherche à toucher le milieu de l'éducation. Mais peut-être là où on s'est désarmé un peu aussi idéologiquement, ça va l'éducation populaire. C'est-à-dire que l'éducation populaire, c'est-à-dire le fait aussi de poser des débats, des grilles de lecture, de susciter la critique aussi, parce qu'elle est toujours constructive, eh bien je pense que là aussi on s'est désarmé. Et bon, il y a aujourd'hui la peur du petit nombre. Hein. Peut-être dans l'histoire on avait peur des grandes masses, maintenant on a peur des petits nombres. Combien sont les Roms en France? Très peu. Mais en même temps, on voit tout le débat médiatique qu'il y a autour de la question des Roms. Regardez ce que fait l'extrême droite sur Internet, avec ce qu'on appelle la fachosphère, tous les blogs qui se multiplient, les sites Internet, les mails que l'on reçoit de propagande, parce qu'en fait il y a une propagande dans notre pays et en Europe de l'extrême droite à travers Internet. Et d'ailleurs, et je finis par là, il y a un combat qui n'a pas été suffisamment mené par le milieu associatif à mon goût, mais ça pourrait être un combat mené par aussi celles et ceux qui croient dans la vie associative, qui croient dans le vivre ensemble, c'est qu'on est de plus en plus allé vers une marchandisation de la culture et de l'éducation. Et de plus en plus d'associations ont laissé place au marché. Je ne veux pas dire que le marché est mauvais, mais parfois il faut aussi démarchandiser. Parfois il faut revenir à des choses simples. Les choses simples, c'est quoi? C'est nous sommes des bénévoles, nous sommes force de proposition, nous sommes une association, nous voulons être considérés comme des partenaires et non pas comme des prestataires. On est encore sur le terrain, on se bat. Mais il nous manque quelque chose, ce sont les moyens qui baissent. Ce sont les moyens qui baissent. Ouais, je voulais juste dire un petit mot sur les médias.
Je pense que pour beaucoup, ils ne savent plus où est-ce qu'ils habitent et qu'on est tellement dans une idéologie de dédiabolisation, pas seulement du Front National, mais du discours raciste, qu'eux-mêmes, ils ne savent plus exactement détecter ce qui est raciste. Et là, il y a eu 2 événements quand même récemment. Il y a eu Ruquier qui s'est excusé, enfin, qui a présenté ses regrets en direct de sa propre émission, comment ça s'appelle déjà, On n'est pas couché, c'est ça? Où il dit, bah oui, peut-être, j'ai pas détecté à quel moment il fallait arrêter, mais il est vrai que dans cette émission, j'ai donné toutes les semaines une sacrée tribune à Éric Zemmour. Et il y a autre chose qui a attiré mon attention, c'est l'interview de Bourdin à Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, à un moment, il affirme ce qu'il a dit sur les détails de l'histoire, et on voit dans le regard de Bourdin, oula, à partir de quel moment, là, il faut que j'arrête de le laisser parler. Mais en fait, non, il a continué l'interview jusqu'au bout, parce que lui-même, je pense, ne savait plus exactement à quel moment il devait dire, oula, on arrête tout, vous êtes allé trop loin, je refuse que vous disiez ça dans mon émission, on coupe. Et en fait, là, ça montre vraiment que même les médias, et bon, alors après, il a été interpellé, il a dû même un petit peu s'expliquer, Bourdin, pourquoi il a mené cette interview jusqu'au bout, mais en fait, finalement, je pense que lui-même a découvert a posteriori que cette émission était un scandale pire que ce qui a déjà eu lieu par rapport à la prise de parole publique du Front National. Ben, je vais passer la parole donc, à Najib. Tu as quelque chose à rajouter? Alors c'est vrai que quand c'est au niveau d'un point de vue journalistique, quand on a tendance par moment, quand ça mettre un peu les bouchées doubles sur la question du phénomène quand c'est le Front National. Et là-dessus, je pense là-dessus je peux te rejoindre. Par contre, il y a une chose, c'est que, et là je fais un distinguo entre ce qui se passe en France et ce qui se passe notamment les pays QC. Il y a, quand c'est en Suède, il y a quand c'est l'une des plus grosses manifestations antifascistes, quand c'est européenne, quand ce qui a pu se passer, effectivement, on n'en a absolument pas parlé dans les médias français. Le mouvement antifasciste en France, oui, il a perdu. Il a largement perdu. C'est depuis les années 80, il n'y a plus de sursaut à ce niveau-là. Et je pense que la France a vachement de choses à apprendre à l'égard de ses partenaires européens, parce que là-dessus, je pense qu'en France, on est un peu à la traîne et on est en retard. On est en retard à bien des égards. On a plutôt tendance à pleurer après que les choses soient arrivées. Je pense que là, il y a plutôt intérêt à se rassembler et à faire un réel échange de compétences et qu'à un moment donné, que la France puisse aussi s'inspirer et apprendre de ses partenaires européens.